Mon nom est Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et je suis ravi d'animer cette session qui a été préparée par Didier Blanchet, qui doit être quelque part par là. Et j'espère que ma voix me permettra de tenir l'heure et demie qui va suivre. Retraite, la dernière réforme, voici le sujet dont nous allons débattre. Dernière réforme avec un point d'interrogation. La retraite est une question essentielle, ce n'est pas seulement de l'argent pour les seniors, c'est aussi un contrat entre les générations, c'est aussi une promesse d'avenir. C'est un point absolument essentiel de tout système de protection sociale, d'État-providence, mais aussi d'accord dans un pays. Or, en France, on n'arrête pas de réformer les retraites depuis maintenant plus d'un quart de siècle, à partir d'un système qui a été construit lui-même après-guerre, après des systèmes qui avaient été extrêmement localisés dans certains métiers. Et donc on garde un système qui est extraordinairement morcelé. 93, première réforme baladure sur les retraites du privé. 1999, création d'un fonds de réserve des retraites. 2003, réforme Fillon qui portait notamment sur un alignement progressif des fonctionnaires sur le secteur privé. 2010, réforme Woerth sur des questions d'âge et puis aussi prise en compte différente du coût de la pénibilité. 2012, aménagement des carrières longues. 2014, les allongements à long terme de la durée de cotisation. Donc une série de réformes permanentes. Et pourtant, tout ça pour arriver à un système qui est aujourd'hui équilibré, enfin péniblement. Il faut même rogner de temps en temps certaines retraites pour maintenir l'équilibre. Et puis un système qui est surtout totalement illisible. Moi-même, je ne suis pas extraordinairement éloigné de la retraite. J'ai essayé de me renseigner sur ce que j'aurai. Et pour toute une série de raisons, je n'ai pas la moindre idée à 50% près de ce que sera ma future retraite, ce qui est même une marge d'incertitude tout à fait considérable. Donc j'imagine pour des gens plus jeunes à qui on met en plus l'incertitude de la transition vers un nouveau régime, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué. Mais le système aujourd'hui est lui-même donc extraordinairement complexe, avec des injustices. On a 42 régimes, on a des passages d'un système à l'autre extraordinairement compliqués. Un exemple qu'on m'a cité récemment, c'est si vous travaillez 21 ans dans le privé et 21 ans dans le public, vous ne touchez pas la même retraite que si vous travaillez 21 ans dans le public puis 21 ans dans le privé. Voilà, on a toute une série de choses comme ça qui sont même assez étranges. Et il n'est pas totalement aberrant de vouloir faire que ce système fonctionne un peu mieux. Et donc, début 2017, un candidat avait écrit dans son programme « Nous mettrons fin aux injustices avec un principe d'égalité pour chaque euro cotisé, le même droit à pension pour tous ». Ce candidat a été élu président de la République, c'était Emmanuel Macron. Il a lancé le chantier. Il a fallu le mettre en forme parce que derrière cette phrase, il y avait en fait des projets qui n'étaient pas extraordinairement précis, pour le dire gentiment. Donc il y a eu un groupe de travail mené par Jean-Paul Delevoye et qui montre que tout ce travail montre qu'à partir d'un principe simple, c'est extraordinairement compliqué à mettre en œuvre. On a sans doute des millions de gagnants, mais aussi des millions de perdants, dont certains d'entre eux commencent à se mobiliser. Je vous rappelle qu'on a une échéance qui pourrait être extraordinairement importante, ou pas, on ne sait pas encore, le 5 décembre prochain, avec une grève, notamment dans les transports. Alors, pour en parler, nous avons 4 intervenants à qui je vais poser une question un peu générale pour que vous voyez vraiment d'où ils parlent. C'est toujours quelque chose de très important quand j'anime un débat, c'est qu'on voit d'où les gens parlent. Je vais commencer avec Hervé Bouillol. Hervé, vous êtes économiste principal à la direction de l'emploi et des affaires sociales de l'OCDE. L'OCDE, c'est un cercle de réflexion, notamment sur les questions de politique économique et des pays principalement avancés. Je fais très attention quand je définis l'organisation parce que c'est compliqué. Et donc, je voudrais que vous allez nous apporter la dimension comparative internationale, qui me paraît toujours très utile quand on aborde ce type de questions. Et je vais commencer par vous demander tout simplement si, dans cette bascule envisagée d'un système de retraite vers un autre, est-ce que la France est pionnière? Est-ce qu'elle est isolée? Est-ce qu'elle est moutonnière? Voilà, je pense que c'est bon. Donc, en fait, dans les années 80-90, il y a eu des réformes systémiques, notamment dans les pays d'Amérique latine, en fait,
mais nous on couvre aussi le Chili, le Mexique, et qui visait cette fois à introduire plutôt des régimes par capitalisation. Donc ça, et il faut dire que la Suède, qui a adopté dans les années 90 le régime par compte notionnel, s'est posé la question à un moment donné d'un basculement vers le régime par capitalisation. Ils y ont renoncé en raison des gros problèmes qui étaient liés à une transition éventuelle vers ce type de régime. Et donc, c'est une des raisons, bien sûr, pas la seule, mais pour laquelle il faut saluer aussi le fait qu'on maintienne en France le cœur dans le régime par répartition, parce que ces problèmes de transition, de répartition par capitalisation, peut-être préciser en un mot, retraite par capitalisation versus par répartition. Par répartition, c'est grosso modo, pour simplifier, ce sont les cotisants actuels, donc les travailleurs qui financent les retraites des retraités, les pensions, alors que le système par capitalisation sont des comptes individuels qui sont placés sur les marchés financiers, et au moment de la retraite, on reçoit une pension en fonction des rendements de ces cotisations. Donc ça, c'était la question. Ensuite, dans les années 90, donc dans les réformes systémiques par répartition, il y a, disons, 8 pays aujourd'hui qui ont basculé vers un régime en points ou en compte notionnel, plus l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un cas un peu limite, on pourra en reparler. Donc 8 plus 1, l'Allemagne, plus Agirc Arrco, qui était pionnier, justement, dans les régimes par points. Mais qui n'est que partiel pour la France, bien entendu. Donc si on prend 8 plus 1 plus l'Allemagne 9, on a en fait 4 régimes par points, qui sont l'Estonie, l'Allemagne, la Lituanie et la Slovaquie. Et on a 5 pays en compte notionnel, qui sont la Suède, la Lettonie, la Pologne, l'Italie et la Norvège. Donc ces systèmes, entre les systèmes par points et compte notionnel, dès lors qu'on fait une réforme systémique par répartition, il y a, c'est un problème une comparaison qui renvoie à des techniques de calcul. Et il peut y avoir une équivalence entre les techniques de calcul sur le régime par points ou compte notionnel. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'il peut y avoir. Et pourquoi c'est important? Parce que les régimes de compte notionnel ont cet attrait particulier qui lie automatiquement les paramètres, certains paramètres, notamment avec la longévité, l'accroissement de la longévité. Ça peut être fait dans les régimes par points, mais ce n'est pas du tout automatique. Et donc c'est là où il faut être très vigilant, parce que c'est, me semble-t-il, quelque chose qui est au cœur de la réforme, c'est comment on va associer comment est-ce qu'on va lier les paramètres du système aux évolutions. C'est important parce que l'idée, et je vais m'arrêter là, c'est important parce que l'idée, c'est qu'il faut il y a des façons très différentes de le faire, mais l'intérêt essentiel, c'est d'éviter ces réformes partielles répétées. Il y en a beaucoup parce que justement, on ne touche qu'une partie du système. En France, on sait faire des réformes des retraites. Il y a des domaines où on ne sait pas faire, mais des réformes de retraite, on sait faire. Mais comme le système, comme vous avez dit, est très morcelé, ce n'est que partiel. Donc l'enjeu, c'est comment mettre des règles en place pour assurer que le financement du système tienne la route face à des évolutions démographiques, économiques. Et une dernière phrase, c'est que également, il y a une très grande tendance au cours des 25 dernières années, en Europe, en Asie, d'intégrer aussi les régimes qui couvrent le secteur public et le secteur privé. Ça, c'est une très grande tendance dans les pays de l'OCDE. C'est différent pour les indépendants, mais secteur public et secteur privé, oui. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure le fait que vous pourrez poser vos questions par SMS, par un numéro qui s'affichera régulièrement ici, questions que j'aurai sur la tablette et que je tenterai de répercuter au fil des débats. Juste une question, réponse simple, même si vous pourriez parler dessus pendant 2 heures. Dans ces bascules, donc il y a un certain nombre de pays qui ont déjà fait ces bascules, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Alors oui, là c'est compliqué de répondre en 2 mots parce qu'il y a la question de la transition qui est importante. Dont on va parler. Alors je ne reviens pas là-dessus. Donc il y a la question notamment du calcul éventuellement des droits acquis. Donc on parlera de ça tout à l'heure. Mais peut-être que ce qu'on peut dire, c'est, si on prend le cas de la Suède, c'est quand même comment dire,
le processus législatif. C'est-à-dire que même, ça prend quand même toujours du temps. Donc en Suède, il y a eu des nombreuses études qui ont été faites dans les années 80, début des années 90. On les a en France avec le corps, avec Antoine, etc. Donc on a tout cet amas d'analyses qui soutiennent éventuellement les réformes. Mais ensuite, pardon, il y a le processus législatif. Il y a un vote. Et ensuite, du vote jusqu'à la mise en œuvre, il s'est passé 4 ans en Suède. 4 ans pendant lesquels rien n'était acquis. C'est-à-dire que tout pouvait être politiquement remis en question. Et donc ça, il faut bien comprendre que la route est en fait encore longue, même si on avait, dans le meilleur des cas, ce vote promis en juillet 2020, on n'est pas sorti de l'auberge en quelque sorte. Il y a l'implémentation, et même une fois qu'on a l'implémentation par rapport à la question aux dernières réformes, même en Suède, ils n'avaient pas excusez-moi, tout prévu. Et il y a notamment des choses, et ça sera certainement le cas de la France, il faudra ensuite mettre en place de nouvelles règles parce que tout ne peut pas être prévu dans un temps aussi court. Donc un processus en fait très long, pas seulement sur la transition, mais aussi au-delà de la transition, ou avant la transition, entre le moment où on affine le projet, celui où on le fait voter par les députés, qui va être un dispositif assez compliqué en France, on sent déjà des tensions, et ensuite pour le passage à partir de la loi à la mise en œuvre. Oui, mais juste pour préciser très clairement, il y a un vote qui va être le vote d'une loi qui, on imagine, va quand même recouvrir des principes qui sont assez généraux. On ne demande pas aux députés de valider les formules de droit acquis, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps, bien entendu. Et c'est évidemment extraordinairement politique, néanmoins. Vous aviez parlé de la Suède, et on va peut-être en parler un petit peu avec vous. Antoine Bozio, vous dirigez donc l'IPP, l'Institut des politiques publiques, qui est un organisme né d'un partenariat entre PSE, puis Centre de recherche en économie et en statistique. Donc vous faites beaucoup d'évaluation des politiques publiques. On commence à vous voir publiquement. Fait au coup par coup en fonction des évolutions qu'on constate, évolution de la conjoncture, évolution de taux de croissance et évolution aussi démographique de la population. Aujourd'hui, on s'en remet à quelque chose qui est, si on a de la croissance suffisante, on va arriver à avoir des recettes qui vont compenser l'évolution, et puis on prie, ça n'arrive pas. Donc on dit à chaque fois, en 1993, la façon dont le gouvernement Balladur a proposé sa réforme, c'est la dernière réforme. On fait une réforme, tout le monde est content, il n'y aura plus d'autres réformes. Et puis, en fait, 10 ans après, non, ça ne marche pas parce que ce qu'on attendait n'est pas venu. Donc, on va refaire une réforme qui va être la dernière réforme, puis encore une autre, puis encore une autre. Mais si on ne se donne pas les moyens, finalement, d'avoir un vrai pilotage, où on prend des choix démocratiquement sur combien va-t-on consacrer à l'effort de financer cette partie de notre vie en retraite, au vu de quel objectif, eh ben, en fait, on va toujours se rendre dépendant de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et finalement, si on ne maîtrise pas, on ne peut pas avoir des choix politiques dessus. Premier point, pilotage, vous disiez que... Deuxième point, c'est la partie de l'égalité. Et le fait d'avoir des différents régimes, ça rend le système complexe parce qu'on n'a pas tous aujourd'hui des carrières où on fait toujours sa même carrière chez le même employeur depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin. Dans un monde qui était un petit peu le monde dans lequel, au début du XXe siècle, en fait, l'économie fonctionnait, si on a des différences, ça correspond à des différences assez naturelles en termes de contrats de travail liés à des contrats de retraite. Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de passages d'un régime à l'autre. Et le fait d'avoir des droits très différents fait que... Un régime à l'autre, ça veut dire par exemple de fonctionnaire à salarié du public, du privé, salarié du privé à indépendant. Exactement. Et il y a beaucoup de régimes spécifiques. Moi, je le raconte souvent, je suis universitaire, j'ai fait une thèse, j'ai des droits dans 7 régimes aujourd'hui actuellement, parce que... Des droits, quand j'ai été doctorant, c'était un régime particulier. Quand j'ai été fonctionnaire à un parti, j'ai travaillé en partie dans le cadre d'un secteur privé. Enfin, très facilement, on accumule des droits dans beaucoup de régimes. Donc, à la fin, il faut faire la somme de tous ces droits. Et le problème, c'est que les règles, justement, comme vous le mentionnez, font qu'on peut se trouver gagnant ou perdant pour des choses qui n'étaient pas du tout pensées et prévues, parce qu'évidemment, ça dépend dans l'ordre où ça se passe, le poids relatif que des années vont peser dans un régime plutôt qu'un autre. Et puis, c'est pire que ça, c'est-à-dire que même nos règles de la partie, ce qu'on appelle de solidarité,
non contributives, les droits familiaux, le fait d'avoir... Ces règles sont différentes selon les régimes. Le fait d'avoir un enfant dans un régime plutôt qu'un autre ne va pas vous donner les mêmes droits à la retraite. Alors même qu'on pense que c'est comme objectif de solidarité, d'égalité de traitement, on aimerait que ça soit le cas, et ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a vraiment un caractère très important là, arriver à clarifier, à simplifier ce type de droits pour faire en sorte de les rendre plus garantis. Alors peut-être pour finir sur mon troisième point qui est peut-être le plus important, c'est pourquoi tout ça? C'est parce qu'on doit redonner la confiance dans l'ensemble des assurés que le financement, très important ce qu'on consacre à la retraite, c'est 28% de nos salaires bruts, c'est une grosse part, et bien ce sont bien des droits acquis qui seront garantis. Ces promesses seront honorées. C'est pour ça qu'on a besoin à la fois d'un système qui nous donne des garanties fortes et en même temps du système qui nous dise que quel que soit notre parcours, ces droits seront bien garantis et honorés. Merci. Donc, vision internationale, vision de expertise. Troisième vision avec vous, Virginie Aubin. Vous êtes secrétaire confédérale en charge des retraites, donc à la CFDT, pardon. Donc, point de vue syndicaliste, acteur social évidemment essentiel dans ces débats. Et donc, quelle a été la position de la CFDT sur cette question de changement nécessaire ou non de systémique? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc la CFDT, elle porte un projet de réforme systémique depuis de nombreuses années. Ça remonte même à 98. On trouve des traces dans les résolutions de nos congrès confédéraux sur le fait qu'il y a besoin de rendre le système plus, ce qui a été déjà dit, plus simple, plus lisible et plus juste. Donc à chaque résolution de congrès, petit à petit, on parle d'harmonisation, de convergence, etc. Donc on a déjà travaillé sur cette question de simplifier et de rendre plus juste aussi un système qui s'est construit et qui a porté ses fruits, parce qu'effectivement, les retraités aujourd'hui ont un niveau de vie équivalent ou légèrement équivalent à l'ensemble de la population active, qui, grâce aux réformes passées, quand même, qui ont été difficiles et douloureuses, s'approchent de l'équilibre. On est légèrement en dessous, mais on est quand même proche de l'équilibre. Donc ce sont des efforts qui permettent aujourd'hui de penser à réformer plus en profondeur. Une réforme systémique, c'est réformer en profondeur notre système de santé, pas à en changer les éléments fondamentaux, c'est-à-dire la répartition, tel que ça a été indiqué. D'une part, ça serait très compliqué, et puis en plus, on est attaché à un contrat intergénérationnel entre les jeunes, les moyennes, les plus âgés, les générations les plus âgées. C'est-à-dire que je cotise, j'aurai des droits, et mes cotisations servent tout de suite pour payer les pensions de retraite des retraités actuels. Et j'espère que les jeunes cotiseront aussi pour payer ma retraite. Donc il y a ce contrat, effectivement, ça repose aussi sur la confiance. Donc pourquoi il y a besoin effectivement de réformer? Ce qu'on pensait, c'est que le système est tellement complexe que personne n'y comprend plus rien, et donc on n'y croit pas. Donc on se dit il y a un loup. Si on ne comprend pas, effectivement, les parcours sont plus diversifiés. On parle effectivement de futurs polypensionnés. On est affilié à plusieurs régimes. Donc au moment de la retraite, on se rend compte que on va accumuler les désavantages de toutes les règles. Donc il y a ce souci d'harmoniser les règles, de faire en sorte que le système soit plus juste, puisque le monde aussi a changé. Entre 45 et maintenant, il y a l'apparition du chômage, les carrières sont moins linéaires, la famille aussi a évolué, donc on remet en question les droits familiaux également. Et donc la CFDT a toujours, depuis 20 ans, plus de 20 ans, explique qu'effectivement il y a besoin de travailler en profondeur sur notre régime sans changer la répartition et nos deux piliers, la contributivité et la solidarité. Donc ça repose sur des cotisations, et il y a aussi une part importante, 20-25%, de solidarité. Là où on est très attaché, c'est qu'effectivement, on parle de bascule. Alors le mot bascule fait un peu peur, parce que bascule, on a l'impression qu'on tombe dans le vide. En fait, on parle nous plutôt de changement dans un nouveau système, avec une garantie des droits acquis. Ça a été déjà évoqué, mais ça c'est essentiel que le contrat passé soit garanti pour les générations qui ont travaillé, qui ont donc contractualisé avec leur employeur, quel qu'il soit. Et puis la transition, elle doit être longue et permettre progressive. Donc il n'y a pas vraiment, il y a une conversion, mais la bascule doit être progressive. Et puis aussi, il doit y avoir des droits nouveaux. C'est-à-dire que effectivement, il faut garantir, il faut rassurer les générations actuelles qui approchent de la retraite, mais aussi il faut apporter du progrès social pour les nouvelles générations pour restaurer la confiance. Voilà. Merci. Rappel à l'ordre sur la tablette. Qu'est-ce qu'un compte notionnel? Qu'est-ce qu'un compte à points? Peut-être Antoine?
Donc, un compte notionnel, c'est une mauvaise traduction en français d'un mot en anglais qui veut dire, qui était probablement un mauvais mot aussi, qui voulait dire notional account. On a traduit compte, account, notionnel. Qu'est-ce que voulaient dire en fait les gens qui avaient dit notional account? Ils voulaient dire que c'était en répartition. Donc, compte notionnel, ce sont des comptes en répartition. Alors, on a dit, oui, mais alors on a bien un compte en répartition dans notre système. En fait, on fait la différence entre un système en annuité. On vous dit, vos droits à la retraite, ça va être un pourcentage d'une référence salariale par rapport à un système qui est calculé en disant, en fait, on va calculer vos droits à la retraite en fonction de l'ensemble de vos salaires passés, y compris en mesurant les cotisations qui ont été faites dans ces salaires. D'un point de vue purement technique, ces deux formes de système peuvent être totalement égales. On peut écrire exactement la même chose en annuité ou en compte notionnel, mais en compte notionnel, la grande différence, c'est qu'on va déterminer les droits de façon à respecter sur le long terme la contrainte budgétaire intrinsèque d'un système en répartition. C'est quoi? C'est qu'on ne peut pas avoir des pensions qui sont plus grandes que les cotisations. Donc on dit quoi? On dit juste, prenons ça pour acquis, on ne pourra pas jamais, il n'y a jamais de cas, on va pouvoir le changer. On dit, sachant ce que cotise aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut promettre de façon garantie en termes de pension? Donc au lieu de dire par défaut le système est en déficit, on dit par défaut le système est à l'équilibre de long terme, mais on vous dit ce qu'aujourd'hui on peut vous garantir. Si jamais, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, on peut augmenter le taux de cotisation, on peut avoir plus, mais simplement on change la position par défaut du système pour aller vers quelque chose qui en fait vous dire voilà ce qu'on peut vous garantir en termes de système dans le cadre de la répartition. Précision indispensable. Anne Lavigne, longtemps œuvré à l'Université d'Orléans, travaille sur les questions de retraite depuis longtemps. Tu es maintenant responsable des études au COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui a déjà été évoqué. C'est un organisme que je trouve très intéressant. Je trouve qu'on n'en a pas assez en France, des organismes comme celui-ci. C'est un organisme qui est rattaché auprès du Premier ministre et où les acteurs sociaux, les experts, dialoguent sur le système de retraite en France, donc pour éclairer les avenirs, pour évaluer la soutenabilité. Et donc c'est un endroit où il y en a encore une fois pas assez en France, où on se met d'accord au moins sur un diagnostic, pas sur des solutions, mais sur un diagnostic. Et c'est absolument essentiel quand vous regardez en France sur plein de sujets absolument majeurs. On n'a pas d'éléments de diagnostic commun. Moi, il y a un exemple comme journaliste qui me frappe depuis très longtemps, c'est sur la réduction du temps de travail. On n'a pas de diagnostic commun, et donc c'est très difficile de décider si la suite éventuelle de l'histoire. Sur les retraites, on a cet organisme qui fait ça, et donc Anne y œuvre. Donc actuellement, le corps a été saisi par le Premier ministre pour faire un rapport sur l'horizon 2025-2030 qui va être rendu prochainement, et donc qui t'obligera parfois à un devoir de réserve tout à fait compréhensible. Mais tout de même, tu es une technicienne de ces questions, et j'aimerais en ouverture que tu nous racontes comment ça se passe entre la phrase du programme Macron que j'ai cité tout à l'heure et la proposition actuelle, et pourquoi c'est si difficile d'aller de l'un à l'autre. Bonjour tout d'abord. Alors sur le passage du programme du candidat Emmanuel Macron aux préconisations du rapport de Levoy qui ont été livrées en juillet dernier, le programme du candidat Emmanuel Macron, je parle sous le contrôle d'Antoine Bozio, puisque en tout cas, le programme s'inspire des travaux de Thomas Piketty. Peut-être prendre le micro plus haut. Je fais... Comme ça. Ici ? Oui. D'accord. Et donc, Antoine l'a rappelé, hein, au cœur du programme du candidat Emmanuel Macron, il y avait trois choses. La notion de 1 euro cotisé donne les mêmes droits, ce que nous, on a traduit au corps par on passe dans un système à rendement défini. Ce que va vous promettre le système universel tel qu'il était décrit dans le programme du candidat Emmanuel Macron, c'était que
1 euro cotisé donnerait le même rendement pour tous les individus appartenant à une même génération. Et effectivement, la source d'inspiration, c'était un peu le système suédois, qui s'accompagne effectivement d'une harmonisation des règles. Donc ça, c'était le premier point, cette histoire de rendement défini. Le deuxième point, et Antoine l'a aussi souligné, c'était au cœur de ce programme du candidat Macron, c'était l'idée d'un pilotage automatique, c'est-à-dire d'instaurer de manière intrinsèque dans le système cette idée que, eh bien, pas à chaque instant, mais en moyenne par génération, la somme de ce qui est cotisé est égale à la somme des prestations qui sont versées. On parle d'équilibre actuariel. Pour un individu donné, il y a cette idée de rendement, c'est je vais obtenir, une fois que je suis à la retraite, à hauteur de ce que j'ai cotisé. Et puis le troisième élément important de ce programme, c'était ce que aussi Antoine a souligné, c'est la désensibilisation à la croissance, c'est-à-dire le fait que le système de retraite, de manière structurelle, serait équilibré, qu'on ait une croissance faible ou qu'on ait une croissance élevée, et donc que l'ajustement ne se ferait pas par un décrochage du pouvoir d'achat des retraités par rapport aux actifs, mais pourrait permettre de faire que chaque individu de chaque génération n'ait pas ce décrochage quand il passe à la retraite par rapport aux actifs qu'il côtoie au même moment. Alors ça, c'était le programme du candidat. Ensuite, il y a eu la nomination de Jean-Paul Delevoye comme haut-commissaire à la réforme des retraites en septembre 2017. Et donc, à partir de ce moment-là, a commencé une phase de concertation avec les organisations syndicales, les représentants du patronat, les associations et la consultation citoyenne. Et au fur et à mesure de l'avancée de ces concertations, de ces négociations, on s'est un tout petit peu éloigné du schéma qui était, on va dire, d'inspiration suédoise, avec cette idée d'équilibre et de rendement défini, à quelque chose peut-être qui a plus de proximité avec ce que connaissent les Français, notamment les salariés du secteur privé qui connaissent le régime Agirc-Arrco, qui est un régime par points. Et Antoine l'a dit, il y a une équivalence technique entre un système en compte notionnel et un système par points. Donc ça, ce n'est pas vraiment l'enjeu. L'enjeu, il est technique, mais le vrai enjeu, c'est cette idée de pilotage et cette idée de rendement défini. Et d'une certaine manière, les préconisations dans le rapport de Delevoye, elles sont plus proches de ce qu'on connaît du pilotage du régime Agirc-Arrco, c'est-à-dire un pilotage où on fixe la valeur d'achat du point, c'est-à-dire que combien, quand vous cotisez 1 euro, ça vous rapporte combien de points. Ensuite, ces points, ils sont inscrits dans votre compte. Et quand vous partez à la retraite, vous avez des points et il va falloir convertir ces points en une pension. Et pour faire cette conversion, on utilise ce qu'on appelle la valeur de service du point. Et le régime Agirc-Arrco, il se pilote de manière pluriannuelle, par des accords pluriannuels, et puis éventuellement aussi des ajustements annuels si on voit que le système diverge trop des objectifs de soutenabilité à long terme. Et du coup, on a un pilotage qui n'est pas un pilotage vraiment actuariel par génération à l'Agirc-Arrco. Et donc, dans ce qui est préconisé dans le rapport de Delevoye, on a plutôt un pilotage qu'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est rassurant, d'une part. D'autre part, ça laisse la place aux acteurs, aux partenaires sociaux pour continuer la négociation et la concertation. Mais d'une certaine manière, on s'éloigne du pilotage à long terme. Alors, ce qui reste quand même au cœur du projet du candidat Macron, c'est la réaffirmation que le système de retraite sera un système de retraite par répartition. Et ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'il permet de faire la différence entre ce qui est purement contributif et ce qui relève de la solidarité. Par ailleurs, il y a l'idée que c'est un régime universel, donc 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire que tout le monde cotisera au même taux.
Et donc, il y aura la possibilité, notamment pour les indépendants qui, traditionnellement et dans le système actuel, cotisent à des taux plus faibles que les salariés du secteur privé, de pouvoir continuer, au moins dans une période de transition qui est préconisée de l'ordre d'une quinzaine d'années, à des taux qui sont plus faibles que les salariés du secteur privé. Mais qui leur donnera des droits moindres ? Exactement. D'accord. Donc on a vu apparaître plusieurs distinctions, répartition, capitalisation, notionnel, point. En France, on a la couche aussi régime général et régime AGIRC ARCO, qui complique encore la chose, puisqu'on n'a pas le même système de calcul, on n'a pas non plus les mêmes règles d'âge, avec des bornes qui sont différentes. Enfin, je m'en étrangle dans la tout tellement c'est compliqué. Et donc, avant de voir si on va vers un système effectivement plus juste et plus lisible, j'aimerais, Anne, que tu nous fasses justement un petit point sur l'état du système actuel, puisque dans les débats, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on évoque rarement que le système actuel est tout de même assez particulier. Alors, le système actuel, donc j'en ai déjà un peu parlé, c'est les retraites des Français, essentiellement, sont financées par répartition, ce qui est vraiment la grande distinction par rapport à beaucoup de pays développés de taille comparable, c'est que la retraite de base et la retraite complémentaire, ou retraite professionnelle, comme on l'appelle dans les comparaisons internationales, tout ça en France, c'est par répartition. Alors qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a la répartition pour la retraite de base, et puis la retraite complémentaire, elle se fait en capitalisation, c'est-à-dire par des comptes qui sont placés sur les marchés financiers, de l'argent qui est épargné et placé sur le marché financier. Donc là, nous, l'essentiel des retraites des Français, à part quelques régimes particuliers, notamment le régime complémentaire des fonctionnaires qui est obligatoire et par capitalisation, quelques régimes de retraite supplémentaires facultatifs en entreprise qui sont aussi par capitalisation, l'essentiel, c'est de la répartition. Le poids de tout ça dans l'économie, c'est environ 14% du PIB. Donc les dépenses publiques de retraite en France représentent 14% du PIB, qui est plutôt, et ça Hervé, je pense, le rappellera, qui est plutôt dans les bornes hautes des comparaisons internationales. Alors, si on fait le diagnostic du système tel qu'il existe aujourd'hui, on peut dire que globalement, c'est un système qui est généreux, c'est-à-dire qu'il permet d'assurer un niveau de vie aux retraités qui est satisfaisant. On a des taux de remplacement. Taux de remplacement, ça veut dire montant de la pension que vous avez par rapport à ce que vous touchiez quand vous étiez en activité. Aujourd'hui, pour les générations qui partent à la retraite aujourd'hui, en moyenne, on est à 75%. Ça veut dire que vous touchez comme pension du système de retraite, base et complémentaire, 75% environ du salaire que vous aviez quand vous étiez actif. Ce qui, globalement, alors ce n'est pas 100% bien sûr, le taux de remplacement il est d'autant plus élevé que quand vous étiez en activité, d'accord ? Quand vous êtes smicard, vous êtes un taux de remplacement qui est plutôt plus élevé que les 75%. Quand vous êtes cadre supérieur, vous avez des taux de remplacement qui sont de l'ordre plutôt de 50%. Donc c'est un système qui est globalement généreux, qui permet d'avoir aux retraités un niveau de vie qui est légèrement, comme le rappelait Virginie Aubin, supérieur au niveau de vie de l'ensemble de la population. 105% d'après les estimations du mois de juin du rapport du corps. Ce qui veut dire aussi un taux de pauvreté qui est faible. Il faut savoir, on a peut-être dans la tête, peut-être que vous avez dans la tête l'idée que les retraités en France sont pauvres, ce n'est pas le cas. Les taux de pauvreté chez les retraités sont les plus bas. Quand on fait la dispersion selon l'âge, le taux de pauvreté des retraités est de l'ordre de 8%. Taux de pauvreté défini, alors c'est une définition qui n'est pas la définition des comparaisons internationales, mais qui consiste à prendre 60% du revenu médian, mais grosso modo, ça fait des taux de pauvreté pour les retraités qui sont faibles. Et en France, la pauvreté, elle touche les jeunes. Il faut bien avoir ça en tête. Alors, un système qui est généreux, un système qui assure un niveau de vie encore tout à fait satisfaisant aux retraités, se pose la question de la soutenabilité. Et c'est effectivement ça qui agite beaucoup, en général, au moment du rapport annuel, la sphère médiatique. C'est
quand est-ce qu'on passe en déficit ou quand est-ce qu'on revient à l'équilibre. Alors c'est vrai que cette notion de déficit, et c'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre, c'est aussi quelque chose qui est assez conventionnel. Pourquoi ? Parce que autant les cotisations des salariés du secteur privé, c'est assez facile, il y a les cotisations salariées, les cotisations employeurs, et on est capable de projeter ça à long terme, alors sous des hypothèses de croissance, on ne les connaît pas, mais on peut fixer de manière conventionnelle, on projette que la croissance, ce sera 1% jusqu'en 2070, ou 1,3, ou 1,5, ou 1,8%. On se donne des fourchettes de taux de croissance. Donc ça, on sait faire. Il y a quelque chose qu'on sait moins bien faire et qu'on est obligé de faire de manière conventionnelle, c'est la cotisation employeur de l'État. Pourquoi ? Parce que l'État est un employeur, il emploie des fonctionnaires. Et c'est cette contribution employeur de l'État qui doit équilibrer son régime année après année, ça, il faut fixer des conventions pour ça. Et on peut fixer différentes conventions, mais qui, d'une certaine manière, on pourrait dire, voilà, la contribution employeur, elle sera fixée de manière à équilibrer chaque année le régime. Et du coup, il y aurait, par convention, jamais de déficit du régime de retraite de la fonction publique. Mais évidemment, on voit que c'est un peu quelque chose d'artificiel. Donc, on essaie de fixer la manière dont évolueront les cotisations employeurs dans le futur pour l'État. Et c'est ça qui fait que le solde peut être plus ou moins élevé selon la convention qu'on adopte. Alors, tout ça fait que les ajustements se sont faits, et ça, chacun l'a dit, par des réformes paramétriques, tu l'as souligné aussi, 93, 2003, 2010, 2014. Et donc là, on arrive à un point où est-ce qu'on fait une réforme systémique, sachant que, comme chacun l'a rappelé aussi, même si on fait une réforme systémique, il y aura des accidents, il y aura peut-être des crises qui obligeront à des crises économiques ou des crises démographiques qui obligeront éventuellement à ajuster les paramètres. Mais voilà l'état où on en est aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qu'il faut souligner dans ce tableau qui peut paraître assez optimiste du système tel qu'il est, un système généreux, un système qui s'équilibre par des ajustements paramétriques. Il y a quand même des propriétés dans le système de retraite actuel qui ne sont pas désirables. Alors, il y en a plusieurs, j'en ai parlé d'une, c'est vraiment cette sensibilité des dépenses à la croissance. Le fait que l'ajustement du système de retraite actuellement, il se fait essentiellement par la réduction du niveau de vie des retraités de génération en génération et pour les retraités qui sont à la retraite, par une dégradation de leur niveau de vie relatif par rapport aux actifs. Il y a une propriété que je ne pense pas complètement désirée, là je m'exprime à titre personnel, ça n'engage pas du tout le corps. Pour le secteur privé, l'idée qu'il y a à la fois le régime de base, qui est un régime à prestations définies, et un régime complémentaire qui est à cotisation définie, je trouve que ça induit quelque chose qui est un peu dissonant. Et du coup, peut-être qu'un passage à quelque chose qui serait à rendement défini, où on ne s'interrogerait pas sur le fait, comme tu l'as souligné, j'ai des droits acquis dans le régime de base, je ne les connais pas bien, j'ai des droits acquis dans le régime complémentaire. Alors, je les connais parce que je connais le nombre de points que j'ai acquis, mais je ne sais pas exactement quelle sera la valeur de service du point le jour où je partirai à la retraite. Donc ça, pour moi, c'est une propriété qui n'est pas nécessairement désirable, d'avoir un mode de calcul dans le régime de base et un mode de calcul dans le régime complémentaire. Il y a un point important aussi qui n'est pas très connu, qui est que dans ce qu'on appelle le cœur contributif du système de retraite, contributif, ça veut dire je cotise et j'ai des droits à hauteur de ce que j'ai cotisé. Il y a des règles dans le système de retraite, vous les connaissez probablement, c'est que pour les salariés du secteur privé, le salaire de référence est basé sur les 25 meilleures années. Et les 25 meilleures années, ça sous-entend qu'il y a des gens pour qui il y a des mauvaises années et puis il y a des meilleures années. Et pour ces gens-là, effectivement, le calcul de la pension sur les 25 meilleures années est plutôt favorable pour les gens qui ont des carrières qui sont ascendantes.
En revanche, les gens qui ont des carrières qui sont plates, par exemple des gens qui, alors ils ne sont pas très très nombreux, mais qui auraient des carrières, par exemple, toujours au SMIC, évidemment, eux, ils n'ont pas 25 meilleures années. Les 25 meilleures, c'est l'ensemble de la carrière. Et du coup, le système tel qu'il existe aujourd'hui, il a plutôt tendance à avantager les gens qui ont des carrières qui sont linéaires, sans période de chômage, sans période d'invalidité, qui sont ascendantes, par rapport aux gens qui ont des carrières qui sont heurtées et qui sont assez plates. Et parmi les gens qui ont des carrières qui sont heurtées, des gens qui tombent au chômage ou qui sont obligés ou incités à interrompre leur activité, il y a notamment les femmes. Et donc le système tel qu'il existe aujourd'hui est plutôt, d'un point de vue redistributif, pas très favorable pour les femmes. Et enfin, il y a un dernier point, et je finis par ça, qui est le mécanisme de la réversion. On a parlé de la retraite de base. Il y a en France un mécanisme, et dans beaucoup de pays, il y a des mécanismes de réversion. C'est quoi la réversion? C'est l'idée que quand on est marié, s'il y a un membre du couple qui décède, le conjoint survivant a le droit à une fraction de la pension de droit direct que percevait le conjoint défunt. Il se trouve que les règles sont compliquées pour les pensions de droit direct. Elles sont encore plus compliquées pour les pensions de réversion. Et d'une certaine manière, il serait assez bienvenu de réformer la réversion. Merci Marie. Anne oui. Oui, non, je voulais réagir sur une chose, mais d'abord juste directement sur ce que vient de dire Anne. C'est que dans les réformes systémiques dont j'ai parlé sur les, par exemple, 9 pays, mais même ceux qui n'ont pas fait de réforme systémique, qui ont gardé par exemple un système à prestations définies, c'est effectivement maintenant dans la plupart des pays de l'OCDE l'ensemble de la carrière qui est prise en compte. Il n'y a plus, nous on a 36 pays, 37 maintenant puisque la Colombie vient de rejoindre l'OCDE, 37 pays, alors je ne sais pas la Colombie, mais sur les 36 pays, il n'y en a que 5 qui ne prennent pas l'ensemble de la carrière. Il y a la Slovénie, l'Espagne et la France qui prennent 20-25 ans, les États-Unis 35 ans et le Portugal c'est 40 ans. C'est pas toute la carrière mais c'est pas loin. À part ces pays-là, l'Autriche est en train de prendre également l'ensemble de la carrière. Donc tous les autres pays prennent l'ensemble de la carrière. Donc ça c'est juste pour aller dans le sens de ce que disait Anne. Un point sur lequel je veux juste réagir, je m'impatiente un petit peu. Anne a été prudente. J'ai cru entendre que, en tout cas, elle a dit sur Agirc-Arrco, je ne sais pas si elle a dit c'est rassurant, je crois qu'elle a dit ça pourrait être rassurant, ça peut être rassurant, parce que les Français connaissent le fait que justement, on ait des choses qui sont en réalité très discrétionnaires. Il y a des règles. Bon, là, maintenant, il y a un accord qui emmène jusqu'à 2023, 2025, 2035. Mais enfin, ces règles, elles ont changé sans arrêt. Donc, sur les 9 pays dont j'ai parlé, tous les pays ont des règles. On peut critiquer les règles, on peut parler des faiblesses. Mais le côté Agirc-Arrco, moi, c'est pas rassurant. Je trouve ça très, très inquiétant. Et ça rejoint ce qu'a dit d'ailleurs Antoine. C'est que l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de règles. Et à nouveau, on peut discuter de quelles règles, comment, etc., mais de choses qui sont prévisibles. Parce que Agirc-Arrco, au moins, on peut reconnaître que ça a été bien géré dans le sens où, lorsqu'il y a des problèmes, notamment de financement, de solvabilité, de viabilité financière à terme, les réformes ont été prises. Mais de façon à nouveau discrétionnaire, qui sont, à mon avis, à proscrire ou à éviter dans cette réforme. Parce que ces questions discrétionnaires, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup d'opacité, beaucoup d'imprévision, beaucoup d'inéquité entre générations, une influence potentiellement, pas dans le cas Agirc-Arrco, mais dans ce futur régime universel, une influence probablement du cycle politique. Donc ça, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça l'idée. Et je crois que vraiment le message essentiel, c'est d'éviter justement de basculer vers un régime universel qui serait une réplique Agirc-Arrco à l'ensemble du système. Et là-dessus, il y a un point essentiel qui est l'instabilité du système ou des systèmes d'ailleurs. Parce que quand on regarde les règles d'augmentation des pensions du régime général ou Agirc-Arrco, on a des changements permanents, quoi. Et on en a encore un aujourd'hui sur le régime général avec une augmentation qui est, enfin, une désindexation partielle. Et on a sans arrêt des
des changements, ce qui fait effectivement qu'il est très difficile de se projeter dans un avenir de long terme, ce qui est tout de même un vrai problème pour un régime de retraite. Est-ce que c'est le cas dans les autres pays? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi cette instabilité ou est-ce que c'est une particularité française? Non, mais alors, à nouveau, sur ces pays-là, il y a des règles. Alors, il faudrait aller au cas par cas. Mais par exemple, sur les régimes par points, il y a très peu de liens, notamment avec l'allongement de la longévité. Donc ça, c'est quelque chose qui serait à inventer. C'est pour ça que quand Anne et Antoine insistent, et ils ont raison bien sûr, sur le fait que c'est une technique de calcul, la comparaison, les points, les conditionnels, mais il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Aujourd'hui, dans les systèmes par points, il n'y a pas, alors l'Allemagne est une petite exception, je vais y revenir, il n'y a pas de lien avec notamment l'accroissement de la longévité. La République slovaque avait essayé de lier l'âge à l'espérance de vie, ils y renoncent. Alors en Allemagne, il y a quelque chose, mais c'est compliqué, c'est-à-dire qu'ils ont un facteur d'ajustement qui tient compte de plusieurs choses, donc qui détermine l'indexation de la valeur du point. C'est compliqué parce que ça tient compte du ratio entre retraités et actifs, pour simplifier, hein, avec une formule qui n'assure pas forcément la viabilité du système. Ça permet d'essayer d'avoir un équilibre à court terme en tout cas. Par contre, ce qui est intéressant dans le cas allemand, c'est que lorsque on a besoin, pour arriver à l'équilibre à court terme du système, par exemple d'augmenter le taux de cotisation, eh bien, l'augmentation du taux de cotisation se répercute aussi sur l'indexation des pensions. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les salariés qui cotisent, qui, entre guillemets, payent le coût de l'ajustement. Mais l'Allemagne est très particulier parce que, justement, plus on cotise, ça ne veut pas dire qu'on acquiert plus de points, contrairement aux autres systèmes par points. Hein, donc c'est compliqué ces mécanismes, mais justement, ce qui est à inventer pour la France, c'est d'avoir un système par points, certes, qui s'ajuste avec l'évolution des salaires, de la masse salariale, etc., peut-être, mais surtout d'une génération à l'autre qui tiennent compte des évolutions de l'espérance de vie. Mais ça peut se faire, mais c'est à inventer, et on espère que la France sera novatrice sur cette question. Alors en même temps, ça pose toute une série de questions pour aussi avoir l'espérance de vie par catégorie sociale. Parce que par exemple, une injustice cachée profonde du système actuel, c'est que les cadres ont une espérance de vie qui est largement supérieure à celle des ouvriers, donc une espérance de retraite qui est très supérieure à celle des ouvriers. Et peut-être demain, avec l'analyse génétique, on pourra, à partir d'un prélèvement de sang, vous faire une espérance de vie biologique à partir de votre patrimoine génétique. Et on pourrait à ce moment-là... Donc, ça, c'est une vraie question, mais c'est une énorme question. Alors peut-être patrimoine génétique, ça pourrait être la solution. Si c'est simplement l'état de santé, par exemple, on ne veut pas évidemment encourager les gens à se mettre à fumer ou à conduire très vite pour avoir une espérance de vie plus faible et toucher une retraite plus élevée. Virginie, vous vouliez même réagir sur la gestion Agirc-Arrco. Oui, alors sur la gestion Agirc-Arrco, puis aussi sur l'espérance de vie, la différence entre les cadres et les ouvriers. Donc sur l'Agirc-Arrco, juste rappeler historiquement que ce sont deux régimes qui sont gérés par les partenaires sociaux, donc le patronat et les organisations syndicales, qui se sont créés après 1945, puisque d'abord avec l'Agirc, qui concernait donc les cadres, puisque la retraite de la sécurité sociale, c'est 50% du plafond maximum plafond de la sécurité sociale. Donc il y avait un besoin de retraite complémentaire. Donc d'abord l'Agirc en 1947 et ensuite en 60 et quelques, le 61 je crois, l'Arco pour les cadres et non cadres. Enfin c'est les deux. Donc des retraites, oui ça marche, si ça marche. Des retraites complémentaires et obligatoires, c'est une particularité quand même française, parce que je crois que ça n'existe pas ailleurs. C'est à la fois obligatoire et en même temps complémentaire. Et géré uniquement par les partenaires sociaux. Les accords, qui sont signés régulièrement, sont validés, agréés par l'État. Donc, sur la gestion à Agirc-Arrco, alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements. On a été confrontés aussi à des difficultés financières. À chaque fois, les partenaires sociaux ont réussi à se mettre d'accord et à signer donc des ANI, des accords nationaux interprofessionnels, pour préserver la retraite complémentaire, garantir le versement des retraites et garantir aussi les retraites futures. Donc ça a été difficile, effectivement, il y a eu pas mal de choses, mais au niveau de la gestion, le régime Agirc-Arrco est quasiment équilibré et il y a aussi des réserves à hauteur de 60 milliards d'euros. Voilà. Ça renvoie, en fait, je pense, au-delà de comment on gère, c'est qui
voilà, qui gouverne, qui a les manettes au niveau de la gouvernance et comment on le pilote. Ça, c'est aussi les règles par rapport aux règles de pilotage du futur système. Et juste sur l'espérance de vie, rapidement, effectivement, il y a une différence entre l'espérance de vie des cadres et des ouvriers. Il y a aussi une différence de vie entre les femmes et les hommes. Alors, si on rentre dans des systèmes catégoriels, ça devient extrêmement compliqué. Pas toujours très juste, parce qu'on ne reste pas toujours cadre toute sa vie, on ne reste pas non plus ouvrier toute sa vie, donc c'est compliqué à faire. En revanche, il y a un dispositif qui permet de prendre en compte l'espérance de vie, c'est le compte pénibilité, puisque les métiers qui sont caractérisés par certains critères, les 10 critères du C3P, ça a été prouvé scientifiquement et statistiquement, il y a un impact sur l'espérance de vie, d'où des départs anticipés plus tôt pour ces personnes-là. Antoine ? Non, je voulais rebondir à la fois sur la question que vous avez posée à Anne sur la différence entre le projet initial, la campagne présidentielle, tel qu'il était dans une partie de son flou aussi, et par rapport au projet de ce qui est décrit dans le rapport de Levoy. Pour moi, il y a un point important, et donc peut-être j'ai pas été très clair d'ailleurs tout à l'heure dans la réponse sur la différence entre compte notionnel et points, mais compte notionnel, donc ça exprime en euros. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de convertir des droits en euros à combien ça va faire en termes de pension. Il y a la mécanique. En points, il nous faut comment on convertit des points. C'est quoi la valeur du point en euros? Parce qu'on ne va pas acheter des carottes et des tickets de cinéma avec des points. On a besoin de passer en euros. Et donc, il nous faut cette règle de conversion des points en euros. Et c'est là où on peut dire en théorie, c'est pareil en système en points ou en compte notionnel, c'est pareil sous la condition qu'on a une règle qui nous dit on saura toujours quelle va être la conversion des points en euros. Or là, et c'est ma première inquiétude à la lecture du rapport de Levoy, c'est qu'on dit, entre parenthèses, il y aura une règle par défaut qu'on va suivre de la croissance des salaires, mais on se laisse la possibilité d'y revenir chaque année. Ça, moi, je trouve ça un peu inquiétant, parce que justement, on veut dire non, c'est quelque chose de très solide, de très, on va avoir confiance, on pourra toujours. Dans mon esprit, il fallait dire, on peut garder des points, mais il faut toujours qu'on puisse savoir la valeur, la contre-valeur en euros, parce que les droits, on ne doit pas laisser penser qu'on va faire des ajustements. Finalement, que cette valeur du point, c'est se donner plus de flexibilité pour elle. Le deuxième point qui, je trouve, qui quand même ça a beaucoup éloigné, et j'ai trouvé que dans le ressenti médiatique du rapport de Levoy, c'est... Moi, qu'est-ce que j'ai entendu en lisant la presse à la publication du rapport de Levoy? J'ai entendu 62 à 64. J'ai entendu, on passe l'âge de la retraite de 62 à 64. Pourquoi? Parce que l'âge pivot à 64 a été le point, la manifestation en termes de perception de la réforme de façon très importante. Alors que dans l'esprit de la réforme, on n'a pas besoin d'un âge pivot, d'un âge d'équilibre. On peut définir les règles qui disent, voilà, qu'est-ce que, au vu de ce qu'est le système, ou quel que soit l'âge où vous partez, c'est un point d'équilibre. C'est justement l'esprit du système, c'est de dire, vous pouvez avoir le choix de partir à différents points d'âge, il n'y a pas d'âge pivot d'équilibre. Alors pourquoi le gouvernement a choisi de mettre ça en avant? La crainte, c'est de dire, si on ne donne plus de points de référence, et que les gens, aujourd'hui, partent au taux plein, et que c'est un vrai point qui, d'une certaine façon, le système étant compliqué, on se retient à notre point de taux plein. Donc on va en créer un nouveau, qui va être cet âge pivot. Mais en faisant ça, on a fait un petit changement quand même d'importance, qui est dans le système actuel, notre âge du taux plein, il dépend de sa carrière, il dépend de quand on a commencé à travailler, du nombre de trimestres, et finalement, c'est un âge individuel. Alors que là, l'âge du pivot, c'est le même pour tous. Donc la réaction naturelle de beaucoup de partenaires sociaux, y compris de salariés, c'est de dire, mais attendez, c'est normal que ça soit tout le monde 64 ans, si on a commencé à travailler à 16 ans, à 22 ou à 24, c'est quand même pas pareil. Mais ça n'a rien de substantiel avec l'idée de cette réforme. C'est même pratiquement orthogonal. Même pratiquement orthogonal, et je vais vous donner un exemple. Pourquoi? Un des exemples où je trouvais que c'était intéressant dans cette réforme de redonner finalement un lien direct avec le type de cotisation et quelque chose de plus de flexibilité, c'est la flexibilité que peut donner un système ou en compte notionnel ou en points sur comment on part à la retraite. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez particulier, le fait qu'on part à la retraite très largement en arrêtant totalement de travailler. On est à temps plein et on passe à zéro. Il n'y a rien de naturel là-dedans. On pourrait très bien imaginer de continuer à travailler et réduire progressivement son temps de travail,
Parce que l'intensité, on a envie, c'est quand même, on a envie en partie de conserver un lien avec la relation sociale, avec ses collègues, avec le fait qu'on a des expériences qu'on a envie de partager, même si on ne veut pas le faire de façon de la même intensité. Et donc ça, ce qui est très pratique dans un système à points ou en compte notionnel, c'est de dire, comme tous les points se valent, c'est très facile de dire, vous pouvez liquider à 50%, à 20%, à 30% de votre retraite et garder votre salaire à 50-70%. Vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez partir à la retraite entièrement, liquider, et un an plus tard, en fait, vous vous rendez compte qu'un an à la retraite, finalement, c'est pas si génial que ça. Et vous décidez, vous avez une autre opportunité professionnelle de déliquider. Et vous remettez tous vos droits à la retraite dans votre compte et vous retravaillez 1 an, 2 ans pour après repartir. L'idée de l'âge pivot à 64, où il y a une sorte d'obligation morale nationale de dire tout le monde part à 64, c'est pas dans l'esprit initial de cette réforme. Virginie, sur cette question absolument clé de l'âge pivot qui a provoqué beaucoup de réactions, de commentaires et d'inquiétudes aussi. Oui, alors effectivement, c'était un des points de crispation en fait, sur le rapport. Il y a des choses qui sont extrêmement positives dans le rapport de Levoy de juillet dernier. Mais effectivement, l'âge pivot, alors je rejoins complètement ce qu'a dit Antoine Bozio, sur le fait qu'un âge collectif du taux plein, alors déjà dans l'esprit des gens, on a l'impression qu'on décale l'âge de la retraite, donc de 62 à 64, ce qui n'est pas très rassurant. Quand il y a un changement comme ça, il faut éviter de faire des choses qui sont inquiétantes, anxiogènes. Donc c'est déjà pas politiquement, ça me paraît un peu, c'était un peu dangereux. La deuxième chose, effectivement, il n'y en a pas besoin. Parce que le système peut s'équilibrer de lui-même, et d'autre part c'est complètement injuste puisque ça ne tient pas compte de la diversité des parcours, des carrières, du métier qu'on exerce tout au long de sa carrière. Donc la CFDT s'est complètement opposée à cet âge collectif du taux plein en disant il y a besoin d'un âge, un âge minimum. C'est aussi pour protéger les gens contre des faibles pensions aussi, partir très tôt avec une faible pension, et puis une notion de durée qui est quand même importante pour certains dispositifs. On parle de pension minimum, donc il faut calculer la pension minimum sur une carrière complète. Les carrières longues, c'est un dispositif qui permet de partir plus tôt aujourd'hui à la retraite à partir de 60 ans lorsqu'on a travaillé un certain nombre de trimestres avant 20 ans. Ce sont des dispositifs qui vont nécessiter une référence à la durée de cotisation. Donc on ne peut pas complètement enlever la notion de durée, complètement enlever la notion d'âge. En revanche, l'âge collectif du taux plein, pour nous, c'est inutile, injuste. Et donc, pour l'instant, c'est encore dans le rapport et on se bat dans la concertation pour que ça ne soit plus dans le rapport, dans le projet de loi. Bon, c'est très clair. Hervé, dans les réformes qui se sont faites, cette question de l'âge pivot, de la durée de cotisation, c'est entré en ligne de compte. Comment? Est-ce qu'il y a des enseignements intéressants à tirer de ce qui s'est passé ailleurs? Alors, nous, c'est quand même là pour l'instant un débat qui est franco-français, qui a quelques échos dont je vais parler. Donc on n'a pas analysé dans le détail. Donc je vais donner plutôt mon avis un peu personnel quand même, au vu de ce que je sais ailleurs. Mais néanmoins, je trouve que c'est une question qui est compliquée, finalement. Parce que la question essentielle, c'est, me semble-t-il, pour une génération donnée, qu'est-ce qui détermine la valeur de référence du point? Est-ce que c'est quelque chose, pour une génération donnée, une valeur de référence qui est la même, qui est déterminée à un âge, ou en fonction d'une durée de cotisation? Bon. Alors il faut bien savoir que dans tous les cas, on aura besoin de référence à l'âge et à la durée de cotisation. À l'âge, c'est évident parce que personne ne cherche à remettre en cause l'âge minimum 62 ou l'âge où il n'y a plus de pénalité 67, ou même pour l'instant d'ailleurs l'âge de 65 ans pour l'accès au minimum vieillesse, l'ASPA. Donc on a ces références à l'âge qui sont là. Dans le système par points, on a de fait référence à la durée de cotisation, puisque plus on a une durée de cotisation importante, plus on accumule de points. Donc on a déjà ça. Mais il n'y a pas d'effet de seuil, il n'y a pas... Non, voilà. Mais le fait de dire c'est la durée de cotisation qui détermine une valeur de référence, en quelque sorte, on compte 2 fois d'une certaine façon. Bon, alors maintenant, il y a effectivement ce que relève la CFDT, c'est un point important, c'est de dire, oui, mais attention, l'intérêt de la durée de cotisation comme référence, parce qu'il s'agit ici aussi de déterminer une norme. Quelle est la norme sociale? Et c'est important parce que ça influence les comportements, et ça influence vraiment les comportements. Donc c'est quelque chose d'important au-delà du calcul rationnel. Bon. Mais
La CFDT, me semble-t-il, insiste beaucoup en disant oui, ça permet ça fait en sorte que ceux qui ont commencé à travailler tôt avec une carrière longue bénéficient avant de l'âge pivot. À l'inverse, me semble-t-il, ça va à l'encontre de gens qui ont des carrières heurtées, un certain nombre de gens qui s'arrêtent de travailler et qui, eux, doivent attendre 67 ans pour atteindre éventuellement ces durées de cotisation. Donc il me semble que déjà, sur l'argumentaire lui-même, il faudrait que Antoine et Anne Aucor nous donnent des études concrètement. Si on a ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes redistributifs? Il me semble que c'est quelque chose de très compliqué. Alors, l'avantage de l'âge, c'est quand même je sais pas, le raisonnement par défaut, c'est de dire que l'âge est quelque chose d'intéressant parce que l'âge, pour une génération donnée, représente l'espérance de vie restante, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on va toucher les pensions. Donc, dans une logique actuarielle, l'âge a quelque chose, une propriété extrêmement intéressante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le retient dans les systèmes à compte notionnel. Donc ça, c'est quelque chose on a cette simplicité, mais on rate peut-être les avantages que souligne la CFDT. Bon, maintenant, sur la question l'expérience internationale, il y en a une quand même qui est intéressante. Les Suédois, pour le système à compte notionnel, ils ont dit l'âge minimum, c'est 61 ans. Et puis, plus je pars tard à la retraite, par le mécanisme d'ajustement de calcul des pensions, si je pars à 65 ans, bien, j'aurai une espérance de vie restante plus faible, donc le calcul automatique me donne une pension plus élevée. Et les Suédois se sont dit, bon, ben, c'est très simple, on informe les gens, ils savent que s'ils partent plus tard, eh bien, ils auront des pensions plus élevées. Donc, mécaniquement, avec l'accroissement de l'espérance de vie, les gens vont retarder leur départ à la retraite. Et ça ne se fait pas. Ça ne se produit pas. Ce n'est pas un signal suffisant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les Suédois, en ce moment, et ça résonne totalement avec le débat en France, en ce moment, ils n'ont pas encore légiféré, mais ça peut se faire d'ici la fin de l'année, ils sont en train de mettre, alors ils n'appellent pas ça âge pivot, au départ, ils appelaient ça reference age, âge de référence, et maintenant, c'est recommended age, l'âge recommandé. Et donc, ils veulent instaurer un âge recommandé de la retraite, qui serait fixé à 64 ans, 65 ans, qui va augmenter avec l'espérance de vie. L'idée, c'est d'atteindre 67 ans en 2026 ou 28. L'âge de référence. Parce que les Suédois se sont rendus compte que ce modèle où simplement on a un âge, on a une totale flexibilité dans l'âge de départ à la retraite, eh bien, ça pose beaucoup de problèmes. Voilà, donc ça, c'est le point très important sur cette question-là. Maintenant, si je peux me permettre, le point le plus important dans tout ça, pour revenir à la case départ, c'est, OK, on parle de tout ça, mais le point le plus important, c'est comment est-ce que j'ajuste mes paramètres. Imaginons que je choisis une durée de cotisation de référence, 43 ans, 42 ans, ou un âge de référence, 64 ans par exemple, pour une génération donnée. La question essentielle, à nouveau, pour revenir à la question de départ, c'est comment est-ce que ensuite j'ajuste cette valeur de référence du point d'une génération à l'autre, d'une cohorte de naissance à l'autre, pour prendre en compte les évolutions. Et ça me paraît à nouveau essentiel dans le débat, plus important finalement que la question de l'âge ou pivot ou de la durée de cotisation. Merci. Il y a beaucoup de questions et je pense que c'est vraiment important de faire de la pédagogie sur ces questions-là. Donc on va prendre les questions et peut-être qu'on aura l'occasion de parler des autres thèmes dont on avait prévu de parler à cette occasion. Une question qui revient de manière vraiment répétée, qui est cette histoire des 14% du PIB. En France, la dépense de retraite elle fait 14% du PIB. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça ne change pas? Si ça ne change pas et qu'on a de plus en plus de retraités, ça veut dire qu'évidemment la pension moyenne va baisser. Quels sont vos avis, vos regards sur cette question des 14%? Attention au micro. Hop. Non, celui-là, on m'a dit qu'il faut vraiment plus que tu y touches. Ah bon. Mais si tu veux un micro, je peux te prêter le micro. Sur les 14%, moi, je peux juste parler des projections du corps. Les projections du corps montrent que c'est une part qui va
rester presque stable, mais pour les propriétés qu'on a indiquées, précisément parce que l'indexation des pensions en France aujourd'hui dans le système actuel se fait sur l'inflation ou parfois un tout petit peu moins que l'inflation, alors que les salaires des actifs continuent de croître. Donc c'est ça qui fait que le gâteau il reste à peu près autour de 14%. Mais ce n'est pas nécessairement une propriété désirée. Effectivement, quand le réflexe qui consiste à dire il y a de plus en plus de retraités, et donc si on garantissait le même niveau de vie aux retraités, enfin la même progression du niveau de vie des retraités que du niveau de vie des actifs, il faudrait augmenter la taille du gâteau. Là, le fait est que les règles actuelles font qu'on va avoir des taux de remplacement qui vont baisser, et donc on va avoir effectivement de plus en plus un décrochage des pensions des retraités par rapport à la croissance des salaires. Ça ne veut pas dire que les retraités auront des pensions de plus en plus faibles. Ça veut dire que la pension de chaque génération de retraités qui va arriver à la retraite sera toujours de plus en plus élevée. Ça, c'est la croissance globale. Mais simplement, l'écart entre le progrès la progression des rémunérations des salariés par rapport à la progression des pensions des retraités, cet écart, il va grandissant. Oui, juste alors, d'abord sur les sur les comparaisons internationales. Donc effectivement, Anne l'avait dit, 14 points de PIB. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est pas une question publique-privée. On prend l'ensemble des dépenses de retraite, publiques et privées, parce que c'est ça qui compte. Et donc la France fait partie des pays 2-3. Il y a l'Italie qui dépense plus, la Grèce qui, mais c'est en train mais enfin on est dans les 2-3 pays qui dépensent le plus. Bon, en soi, c'est pas forcément un problème. J'ai été censuré sur la question. Donc, en soi, c'est pas forcément un problème dès lors que ça résulte d'un choix bien compris, c'est-à-dire que en face de ça, il y a soit des recettes fiscales qui sont mises en place, soit des taux de cotisation. Antoine le disait, 28 points de taux de cotisation sur le salaire brut, que ça soit employé ou employeur, je passe sur le débat. Mais en tout cas, si les gens acceptent d'avoir un salaire net plus faible tout au long de leur carrière pour avoir des pensions élevées, éventuellement de partir tôt à la retraite, ça peut être un choix dès lors qu'il est bien compris. Bon. 28 points de cotisation, sans parler à nouveau des recettes fiscales qui sont de plus en plus importantes. En comparaison internationale, à nouveau, on est dans le haut du panier, puisqu'il y a l'Italie qui a des taux de cotisation de 33%, mais on a pas mal de pays qui sont à 10%, et la moyenne est autour de 18-20%. Hein, donc 28, on est quand même très, très haut. Donc voilà, ça peut être un choix. Maintenant, la seule chose quand même, c'est qu'il y a des effets de bord, dans le sens où c'est pas seulement de dire « Ah ben oui, mais moi j'accepte d'avoir un salaire net, un revenu donc disponible plus faible quand je travaille pour avoir une retraite plus élevée ». Bon, c'est un choix politique, franchement. Mais c'est aussi, et on le sait bien, quelque chose dans la mesure où ça pèse sur le coût du travail et que l'ajustement, il ne se fait pas aussi directement que ça sur le salaire net. En réalité, il y a des effets de bord importants sur la compétitivité, sur le chômage. Et donc, ça complique un peu la situation. Ce n'est pas simplement juste de dire je fais un arbitrage entre ma consommation quand je travaille et quand je suis à la retraite. Et il y a quand même des effets importants dans une économie ouverte sur la compétitivité du pays et, in fine, sur le taux de chômage. Voilà. Oui, sur les 14%, moi je voulais dire un truc important, c'est que quand même, je regrette de ne pas avoir amené la diapositive le graphique principal des projections du Conseil d'orientation des retraites qui vous donne le pourcentage, la dépense publique en projection. Et donc ce qu'a dit Anne, c'est qu'on est à 14, et puis selon des projections, c'est-à-dire selon les hypothèses de croissance à l'avenir, on peut trouver l'hypothèse de croissance qui vous le maintient à 14. En gros, plus la croissance va être projetée et importante, plus cette dépense va baisser. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de scénarios aujourd'hui dans
dans les projections du corps, la plupart d'ailleurs des scénarios en termes de croissance et productivité, où on va faire, sans réforme supplémentaire, baisser le pourcentage du PIB en termes de dépenses publiques. C'est cette raison-là que pour certains s'opposent aussi à cette réforme, en disant si on ne fait pas la réforme et qu'on voudrait baisser la dépense de retraite, en fait, elle va peut-être baisser naturellement. À l'inverse, elle pourrait, dans certains cas de faible croissance, augmenter. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'en sait rien. Peut-être ça va baisser, peut-être que ça va augmenter, on ne sait pas le taux de croissance futur. Mais pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, du coup, lorsqu'on a l'augmentation de l'espérance de vie, donc qu'est-ce que ça veut dire dans le système actuel ou de dire est-ce qu'on va garder 14%, c'est que le premier point à comprendre, c'est qu'on ne sait pas si on va rester dans le système actuel à 14%. Ça va dépendre de la croissance future et des évolutions relatives du coup des droits qui seront dans le système. Le dernier point là-dessus, si imaginons, là, mettons dans la compréhension dans un système où on maintient 14% du PIB en dépenses de retraite. Est-ce que ça veut forcément dire que les taux de remplacement vont baisser? Non, ça dépend de la réaction, de dire à quel âge, en moyenne, les gens vont partir en retraite. On peut très bien maintenir le même taux de remplacement si on garde la même proportion de sa vie en retraite et en activité que dans le système actuel. Si on souhaite consacrer plus de notre vie en retraite, eh ben soit il faut augmenter la masse de revenus qu'on va consacrer à financer ces retraites, soit il faudra accepter d'avoir moins de retraite pendant cette période plus longue de retraite. C'est là où les graphiques que je trouvais très pédagogiques du Conseil d'orientation des retraites, la dite ABAC du Conseil d'orientation des retraites, qui disait on a des arbitrages collectifs à faire entre si on maintient le même niveau de financement de nos retraites, 14% du PIB, on peut choisir de les consacrer en disant on va les consacrer, on va maintenir notre niveau de vie relatif des retraités, mais dans ce cas-là, il faudra accepter de repousser notre âge de départ en retraite en maintenant donc la même proportion de notre vie en retraite, ou si on veut consacrer une plus grande proportion de notre vie en retraite, alors dans ce cas-là, soit il faudra mettre plus de ressources dans le système, soit accepter d'avoir moins de niveau relatif de retraite. Juste un tout petit complément. J'ai oublié quelque chose. Et je risque d'être très naïf, mais tant pis, je le dis quand même. On parle d'une situation avec des régimes, 42 régimes, 13 régimes je crois 13 de réversion, quelque chose d'extrêmement compliqué. Bon, il va y avoir quand même de coûts de transition, mais à long terme, à la fin des fins, on espère quand même faire des économies dans la gestion de tous ces régimes. Donc une fois que tout sera, pas unifié, mais avec un régime universel en tout cas, l'idée quand même, c'est certes d'avoir des gains d'efficience, c'est-à-dire d'éliminer les problèmes de coordination qui vont avoir plein d'avantages pour l'économie, mais au-delà de ça, vraiment même des coûts d'économie de gestion pour les mêmes droits servis, en tout cas en moyenne. Donc il ne faut quand même pas oublier ça, même si c'est hypothétique et c'est à très long terme, etc. Question qui revient aussi souvent sur les gagnants et surtout les perdants. C'est-à-dire dans ce genre de réforme, on a forcément des gens qui ont des pensions de retraite supérieures à ce qu'ils auraient eu dans le système antérieur et vice-versa. Et évidemment, c'est le cas notamment en France pour certains régimes spéciaux. Et donc la question, comme je le disais en introduction, va se poser avec beaucoup d'acuité dans les prochaines semaines. Et il y a plusieurs questions autour de ça. Quelle est la solution? Quelle est la perspective? Qui veut se lancer là-dessus, Antoine? Alors peut-être pour... Si ça marche. Oui, alors les gagnants et les perdants. Donc dès qu'on fait une réforme, il y a des gagnants et des perdants. C'est quelque chose de mécanique. Les gens souvent disent on aimerait bien faire une réforme. Si on fait une réforme à budget constant, si vous lancez une pièce en l'air, on donne 1 euro de plus à la moitié et 1 euro de moins à l'autre moitié, il y a 50% de gagnants, 50% de perdants. Donc de dire il y a des perdants dans toute réforme, c'est par construction puisqu'on change quelque chose. Si on ne veut pas faire de perdants et de gagnants, on ne change rien. Donc la question c'est dans quelle mesure on caractérise
les perdants et les gagnants par rapport à ce qu'on se fixe comme objectif en termes d'équité, en termes de la façon dont on veut fonctionner le système. Donc là, il y a plusieurs choses. À mon avis, il y a 2 choses à essayer de retenir. La première, c'est que si on prend, par exemple, dans le cadre des salariés du secteur privé, et qu'on fait, ça c'est quelque chose qu'on a fait du coup à l'Institut des politiques publiques, c'est-à-dire prendre le système actuel, prendre une génération et lui simuler le nouveau système ou quelque chose de ce qu'on comprend à quoi ressemblerait ce nouveau système. Là, on obtient des résultats très clairs, qui est le fait que la nouvelle formule corrige les effets de redistribution à l'envers dont Anne avait parlé. Et donc, les gagnants sont très largement concentrés parmi les 50% les plus bas salaires et les perdants sur les 50% les plus hauts salaires. Pourquoi ? Parce qu'en prenant en compte toute la carrière, en la revalorisant avec la croissance des salaires, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on redonne plus de poids aux gens qui ont eu des carrières plates et des salaires anciens, et on donne un peu moins de poids par rapport au système actuel à ceux qui ont des carrières plutôt croissantes et dont les salaires élevés sont en fin de carrière. Donc ça, c'est le premier point. Mais ce dont on parle, et donc dans le débat, c'est le deuxième point, ce n'est pas tellement cela. Les régimes spéciaux. C'est plutôt les régimes spéciaux, les gens et donc les régimes spéciaux, les indépendants qui sont très en colère sur les modifications de leur taux de cotisation. Alors, et un autre élément qu'on n'entend pas encore beaucoup, mais qui à mon avis est très important dans le débat, dans les fonctions publiques, les enseignants qui n'ont pas de primes, et si on aligne les taux de cotisation des primes et du traitement, eh bien ceux qui n'ont pas de primes, potentiellement, peuvent être des grands perdants de la transformation. Ça, pour moi, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que ce n'est pas vraiment la bascule dans le nouveau système qui fait ces différences. Ce qui fait la différence, c'est de modifier dans le même temps, en fait, des efforts contributifs qui étaient différents, finalement, par rapport au système actuel. Donc, moi, dans ma réflexion, alors je vous la livre telle que, au vu des débats actuels, je me demande si on pourrait peut-être faire une réforme sans toucher forcément au taux de cotisation actuel des différents régimes. Si, par exemple, les professions libérales qui disent on va me doubler mon taux de cotisation, et moi, j'ai vu plusieurs fois des professions libérales me dire mais ça va mettre en péril mon exercice professionnel. Mais d'une certaine façon, on n'a pas besoin de le faire si ce n'est pas au cœur du fonctionnement du système. Le fait d'aligner tous les taux de cotisation au même niveau, d'une certaine façon, ce n'est pas fondamental dans la réforme. Pour les régimes spéciaux, ils cotisaient par rapport à leur rémunération, de fait, via leur employeur, des montants des taux qui étaient plus élevés que le reste des salariés de la population. D'une certaine façon, on peut très bien rendre explicite le fait que s'ils souhaitent cotiser plus par ailleurs, mais de façon facultative, peu importe. La question importante, c'est que dans le cadre du nouveau système, lorsqu'on cotise un certain montant, on a les mêmes droits, quel que soit le régime auquel on appartient. Et donc, si on dit, en fait, il y a des perdants parce que maintenant, ils vont cotiser moins, ce n'est pas vraiment des perdants. Ils vont cotiser moins, donc potentiellement, ils ont plus de rémunération nette directe. Mais je crois que c'est très important de faire cette distinction entre quelle est la relation de l'impact de la réforme en termes de mode de calcul par rapport à quelque chose qui est d'un ordre différent, qui est de dire on veut aligner, ce qui est peut-être intéressant, les efforts contributifs pour l'ensemble des professions. Virginie ? Oui. Non, ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Oui, sur la question des gagnants et des perdants. Juste rappeler qu'aujourd'hui, les perdants de notre système actuel, ce sont les polypensionnés, c'est-à-dire ceux qui cumulent, les vrais polypensionnés. On a tous au moins 3 régimes de retraite. Si vous avez travaillé dans un boulot saisonnier, dans le privé, vous êtes fonctionnaire après, vous en avez 3, et inversement. Donc on a en général, je crois, d'après ce que dit le corps, au moins 3 régimes de retraite. Mais les vrais polypensionnés, moitié de leur carrière dans un régime et moitié de leur carrière dans un autre, cumulent les désavantages des 2 régimes. Et donc c'est souvent très compliqué au moment de la retraite lorsqu'on fait le calcul d'un côté et de l'autre pour suivre certaines situations. Donc aujourd'hui, le futur système, il vise quand même à répondre à cette injustice. Parce qu'il y en a
pas mal, pas énormément, mais il va y en avoir de plus en plus, avec une mobilité croissante et le fait qu'on fait plus sa carrière dans le même régime aujourd'hui et qu'on change de plus en plus. Donc ça, c'est quand même l'objectif. Après, sur les taux de cotisation, l'harmonisation, etc., c'est sûr que il faut distinguer deux choses. Dans ce qui est acquis dans les droits passés avant 2025, ce que je disais en introduction, il y a quand même une garantie par rapport à des contrats qui ont été passés par rapport à un système qui fonctionnait. Les gens se sont engagés, notamment dans le public ou dans les régimes spéciaux, par rapport à un fonctionnement, enfin une organisation, un contrat par rapport à l'employeur. Donc ça, il faut garantir ces droits acquis. C'est toutes les modalités de calcul qu'on n'aura pas dans la loi. Effectivement, ça va être compliqué de préciser les choses, mais il faut garantir à ces personnes-là que la promesse est tenue. C'est quand même important de rassurer. Après, l'harmonisation des taux de cotisation, effectivement, il peut y avoir des dérogations. On peut cotiser plus, ce qui est le cas effectivement dans la plupart des régimes spéciaux, continuer à cotiser plus, à condition que ce soit financé par l'employeur et que les spécificités soient financées par le régime spécial ou fonction publique, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que l'harmonisation et la convergence, elle va prendre forcément du temps. Aujourd'hui, c'est 80% la fonction publique de l'État, ou 80% en moyenne, je crois, taux de cotisation. Passe à 28%, ça va pas se faire du jour au lendemain. L'intégration des primes, c'est très positif pour les personnes qui en ont, effectivement, pour les enseignants, ça pose un problème. Ça pose un problème donc, de revalorisation salariale en parallèle. Donc on ne peut pas faire ces changements sans, en parallèle, revoir toute la politique salariale, notamment des enseignants, mais de la fonction publique d'État, des hôpitaux et des collectivités territoriales. La clause du grand-père. Alors, la clause du grand-père, elle est dans le rapport de Levoy, dans les différentes possibilités. C'est-à-dire, la clause du grand-père, c'est qu'on applique le nouveau système uniquement aux nouveaux entrants dans le système à partir de 2025. Alors, en un sens, c'est très rassurant, parce qu'en fait, il n'y a que les nouveaux entrants. Mais d'un autre côté, quand on fait une réforme, il faut aussi la faire avec un effet qui ne soit pas à 40 ans. Parce que là, si on ne fait que les nouveaux entrants, ça veut dire que ça se prolonge pendant 40 ans. On maintient les inégalités aujourd'hui telles qu'elles sont. Donc la clause du grand-père, elle était évoquée. C'est pas ce qu'on soutient. En revanche, dans la période de transition et dans les droits acquis, notamment pour les départs anticipés, il faut garantir ces droits-là. Ce n'est pas une clause du grand-père générale et élargie. Il faut penser à la clause moi je l'appelle ça maintenant la clause du petit-fils. C'est-à-dire qu'il faut garantir les droits, mais il faut aussi garantir des droits nouveaux, parce que le système, on le fait quand même pour les plus jeunes générations. Et donc aussi, il faut penser à transformer des régimes qui apportaient un certain nombre d'avantages avec des dispositifs qui soient aussi protecteurs et porteurs de nouveaux droits pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. Voilà. Oui, alors juste, ça renvoie à la question de la durée de la transition, finalement, dont on n'a pas peu parlé, et je vais être très bref. La clause du grand-père, d'une manière générale, c'est par exemple ce qu'avait fait le Mexique. Et au final, c'est horrible, parce que du coup, on en a pour 50 ans avant de récolter vraiment les fruits de la réforme. L'Italie a également a fait le choix d'une transition extrêmement longue sans convertir aucun des droits acquis. Donc les bons modèles, me semble-t-il, d'inspiration pour la France, et c'est pas écrit tel quel, mais il me semble que c'est quand même dans l'esprit du rapport de Levoy, c'est d'avoir des transitions qui ont été choisies par la Suède, la Norvège, également la Pologne, une période de 10-15 ans. On n'est pas dans une situation comme les pays baltes, par exemple, qui ont fait un ajustement brutal, mais simplement parce que il y avait la chute du mur de Berlin et qu'il y avait la transformation totale de l'économie et qu'ils étaient en déroute, quoi. Donc, on n'est vraiment évidemment pas dans cette situation-là. Donc, ce qu'on a retenu, enfin, ce que j'aime, l'idée que j'aime retenir de ce qui est, je sais pas, ce qui est entre les lignes du rapport, en tout cas, c'est de dire, bon, ben, la génération 1963, elle n'est pas concernée par la réforme. La génération 1978, disons 15 ans, elle sera totalement dans le nouveau régime, et on fait une transition graduelle entre les deux. Maintenant, dans ce que disait Antoine sur le fait potentiellement d'avoir des efforts contributifs qui sont différents. Donc c'est très séduisant. Et
peut-être que effectivement sur cette question, on pourrait s'approcher d'une clause du grand-père, en tout cas, d'avoir une durée de transition plus longue. Mais, me semble-t-il, il ne faut pas perdre de vue l'objectif final. C'est quand même, je sais bien qu'il y a ce débat universel, uniforme, mais d'aller vers quand même un traitement qui est le plus proche possible pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que intellectuellement, il n'y a pas de problème. L'expérience internationale, malheureusement, c'est que dès lors qu'on offre des possibilités qui se justifient d'avoir effectivement des cas spécifiques, eh bien ensuite, à la longue, il y a des pressions extrêmement fortes, catégorielles notamment, pour avoir « ah bah oui, mais moi je préférerais avoir plus de cotisations ou moins, etc. » Et ça devient, il me semble que ça va à l'encontre de l'esprit de la réforme. Donc oui, c'est probablement une bonne idée, on n'a pas besoin d'aligner tout, et on peut imaginer sur cette question-là, d'avoir une durée de transition sur cette question-là plus longue, mais voilà, peut-être qu'il faut un peu mêler ces deux aspects. Oui, je voulais revenir sur les gagnants et les perdants. 3 choses. Un tout petit peu de sociologie politique sur cette question, parce que les gagnants et les perdants, on les voit assez bien parce qu'ils sont plutôt bien organisés sur la base d'une solidarité de statut ou une solidarité professionnelle. Les gagnants, ils sont, et Antoine l'a dit, c'est plutôt le bas de la distribution, c'est pas nécessairement des groupes professionnels ou des groupes statutaires qui sont bien identifiés. Et donc, eux, ou parfois ils sont identifiés, les agriculteurs sont les gagnants de cette réforme. Et on entend évidemment beaucoup plus les perdants parce qu'ils protestent parce qu'ils perdent, mais on n'entend pas les gagnants qui vont gagner. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la réforme, c'est une réforme systémique. Elle va toucher beaucoup de choses. Elle va toucher les droits contributifs, mais aussi tout ce qui est la solidarité, les solidarités notamment familiales. Et du coup, on peut être perdant d'un certain point de vue, par son statut, mais gagnant du côté de sa situation familiale ou matrimoniale. Donc ça, c'est compliqué. Et troisième chose, on dit qu'il y a des gagnants et des perdants, mais il faut aussi évaluer de combien on perd ou combien on gagne. Et il y a des petits perdants et des gros perdants. Et je vais même compliquer un peu la chose parce qu'il y a des gagnants-gagnants, des perdants-perdants, et puis il y a aussi des gagnants-perdants et des perdants-gagnants. Les perdants-perdants, c'est ceux qui vont, et ça peut arriver, qui vont cotiser plus et avoir moins de droits. Les gagnants-gagnants, plutôt les agriculteurs, qui vont cotiser peut-être moins et avoir plus de droits. Et puis après, vous avez les gagnants-perdants, c'est ceux qui cotisent plus, mais ils ont plus de droits. Donc, ils perdent parce qu'ils cotisent plus, mais ils gagnent parce qu'ils ont plus de droits. Et puis, vous avez les perdants-gagnants, c'est ceux qui cotisent moins, mais qui ont moins de droits. Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué. Et c'est vrai qu'il faut quand même avoir en tête, et Antoine l'a dit, si on ne change rien, on n'a pas de gagnant-perdant. Mais si, l'état actuel fait qu'il y a des gens qui sont plutôt gagnants aux règles actuelles et d'autres qui sont plutôt perdants aux règles actuelles. Si on ne change rien, on a quand même des gagnants et des perdants. Trois messages en conclusion avant de vous libérer. Premièrement, je vous présente toutes mes excuses pour les questions de micro, mais dont je ne suis en rien... C'est censure. Mais c'est vrai que c'est désagréable. Le deuxième point, c'est que si vous n'avez pas compris, rassurez-vous, c'est normal. C'est des questions qui sont extraordinairement compliquées. Et tous ceux qui sont au cœur du réacteur, eux-mêmes, parfois, ont du mal à s'y retrouver, même si certains donnent l'impression qu'ils comprennent tout. Et le troisième point, c'est que cette réforme n'est qu'un point de départ. Ça a été bien expliqué par Hervé. Quand on fait la réforme, il y a la façon ensuite dont elle se met en œuvre. Il y a plein de choses à définir dans la mise en œuvre. Et puis il y a plein de choses aussi de l'autre côté, c'est-à-dire dans les choix que nous allons faire chacun d'entre nous à partir de ces changements, et aussi dans les choix que devront faire les entreprises pour s'adapter
jouer des nouvelles possibilités. Et aujourd'hui, pour l'instant, je trouve qu'il y a particulièrement peu de mouvements là-dessus. Donc c'est un processus très long et très général. Merci à tous.